L'œuvre de Émile Zola, partie 4, chapitre 4. 6 semaines plus tard, Claude peignait un matin dans un flot de soleil qui tombait par la baie vitrée de l'atelier. Des pluies continues avaient attristé le milieu d'août, et le courage au travail lui revenait avec le ciel bleu. Son grand tableau n'avançait guère. Il s'y appliquait pendant de longues matinées silencieuses, en artiste combattu et obstiné. On frappa. Il crut que c'était Madame Joseph, la concierge, qui lui montait son déjeuner. Et, comme la clé restait toujours sur la porte, il cria simplement « Entrez !» La porte s'était ouverte. Il y eut un remuement léger, puis tout cessa. Lui continuait de peindre, sans même tourner la tête. Mais ce silence frissonnant, une vague haleine qu'il palpitait, finirent par l'inquiéter. Il regarda, il demeura stupéfait. Une femme était là, vêtue d'une robe claire, le visage à demi caché sous une voilette blanche. Et il ne la connaissait point. Et elle tenait une botte de rose qui achevait de l'ahurir. Tout d'un coup, il la reconnut. « Vous, mademoiselle ? Ah bien, si je songeais à vous !» C'était Christine. Il n'avait pu rattraper à temps ce cri peu aimable, qui était le cri même de la vérité. D'abord, elle l'avait préoccupé de son souvenir. Ensuite, à mesure que les jours s'écoulaient, depuis près de 2 mois qu'elle ne donnait pas signe de vie, elle était passée à l'état de vision fuyante et regrettée, de profil charmant qui se perd et que l'on ne doit jamais revoir. « Oui, c'est moi, monsieur. J'ai pensé que c'était mal de ne pas vous remercier. » Elle rougissait, elle balbutiait, ne pouvant trouver les mots. Sans doute la montée de l'escalier l'avait essoufflée, car son cœur battait très fort. Et quoi ? Était-ce donc déplacé, cette visite, raisonnée si longtemps, et qui avait fini par lui sembler toute naturelle ? Le pis était qu'en passant sur le quai, elle venait d'acheter cette botte de rose, dans l'intention délicate de témoigner sa gratitude à ce garçon. Et ces fleurs la gênaient horriblement. Comment les lui donner ? Qu'allait-il penser d'elle ? L'inconvenance de toutes ces choses ne lui était apparue qu'en ouvrant la porte. Mais Claude, plus troublé encore, se jetait à une exagération de politesse. Il avait lâché sa palette, il bouleversait l'atelier pour débarrasser une chaise. « Mademoiselle, je vous en prie, asseyez-vous. Vraiment, c'est une surprise. Vous êtes trop charmante. » Alors, quand elle fut assise, Christine se calma. Il était si drôle, avec ses grands gestes éperdus. Elle le sentait lui-même si timide qu'elle eut un sourire. Et elle lui tendit les roses, bravement. « Tenez, c'est pour que vous sachiez que je ne suis pas une ingrate. » Il ne dit rien d'abord, la contempla, saisi. Lorsqu'il eut vu qu'elle ne se moquait pas, il lui serra les 2 mains à les briser. Puis, il mit tout de suite le bouquet dans son pot à eau en répétant « Ah, par exemple, vous êtes un bon garçon, vous. C'est la première fois que je fais ce compliment à une femme, parole d'honneur. » Il revint, il lui demanda, ses yeux dans les siens. « Vrai, vous ne m'avez pas oublié ?»« Vous le voyez bien, » répondit-elle en riant. « Pourquoi alors avez-vous attendu 2 mois ?» De nouveau, elle rougit. Le mensonge qu'elle faisait lui rendit un instant son embarras. « Mais je ne suis pas libre, vous le savez. Oh, Madame Vanzade est très bonne pour moi. Seulement, elle est impotente, elle ne sort jamais. Et il a fallu qu'elle-même, inquiète de ma santé, me forçât à prendre l'air. » Elle ne disait pas la honte où son aventure du quai de Bourbon l'avait jetée les premiers jours. En se retrouvant à l'abri, dans la maison de la vieille dame, le souvenir de la nuit passée chez un homme l'avait tracassée de remords, comme une faute. Et elle croyait être parvenue à chasser cet homme de sa mémoire. Ce n'était plus qu'un mauvais rêve dont les contours s'effaçaient. Puis, sans qu'elle sût comment, au milieu du grand calme de son existence nouvelle, l'image était ressortie de l'ombre, en se précisant, en s'accentuant, jusqu'à devenir l'obsession de toutes ses heures. Pourquoi donc l'aurait-elle oublié ? Elle ne trouvait à lui faire aucun reproche. Au contraire, ne lui devait-elle pas de la gratitude ? La pensée de le revoir, repoussée d'abord, longtemps combattue ensuite, avait ainsi tourné en elle à l'idée fixe.
Chaque soir, la tentation la reprenait dans la solitude de sa chambre, un malaise dont elle s'irritait, un désir ignoré d'elle-même. Et elle ne s'était apaisée un peu qu'en s'expliquant ce trouble par son besoin de reconnaissance. Elle était si seule, si étouffée dans cette demeure somnolente. Le flot de sa jeunesse bouillonnait si fort, son cœur avait une si grosse envie d'amitié. Alors, continua-t-elle, j'ai profité de ma première sortie. Et puis, il faisait tellement beau ce matin, après toutes ces averses maussades. Claude, heureux, debout devant elle, se confessa lui aussi, mais sans avoir rien à cacher. Moi, je n'osais plus songer à vous, n'est-ce pas ? Vous êtes comme ces fées des contes qui sortent du plancher et qui rentrent dans les murs, toujours au moment où l'on ne s'y attend pas. Je me disais, c'est fini, ce n'est peut-être pas vrai qu'elle a traversé cet atelier. Et vous voilà, et ça me fait un plaisir, oh, un fier plaisir. Souriante et gênée, Christine tournait la tête, affectait maintenant de regarder autour d'elle. Son sourire disparut, la peinture féroce qu'elle retrouvait là, les flamboyantes esquisses du midi, l'anatomie terriblement exacte des études, la glaçaient comme la première fois. Elle fut reprise d'une véritable crainte. Elle dit, sérieuse, la voix changée, « Je vous dérange, je m'en vais. »« Mais non, cria Claude en l'empêchant de quitter sa chaise. « Je m'abrutissais au travail, ça me fait du bien de causer avec vous. Ah, ce sacré tableau, il me torture assez déjà. » Et Christine, levant les yeux, regarda le grand tableau, cette toile, tournée l'autre fois contre le mur, et qu'elle avait eu en vain le désir de voir. Les fonds, la clairière sombre trouée d'une nappe de soleil, n'étaient toujours qu'indiqués à large cou. Mais les deux petites lutteuses, la blonde et la brune, presque terminées, se détachaient dans la lumière, avec leurs deux notes si fraîches. Au premier plan, le monsieur, recommencé 3 fois, restait en détresse. Et c'était surtout à la figure centrale, à la femme couchée, que le peintre travaillait. Il n'avait plus repris la tête. Il s'acharnait sur le corps, changeant le modèle chaque semaine, si désespéré de ne pas se satisfaire que, depuis 2 jours, lui qui se flattait de ne pouvoir inventer, il cherchait sans document en dehors de la nature. Christine, tout de suite, se reconnut. C'était elle, cette fille, vautrée dans l'herbe, un bras sous la nuque, souriant sans regard, les paupières closes. Cette fille nue avait son visage, et une révolte la soulevait, comme si elle avait eu son corps, comme si, brutalement, l'on eût déshabillé là toute sa nudité de vierge. Elle était surtout blessée par l'emportement de la peinture, si rude qu'elle s'en trouvait violentée, la chair meurtrie. Cette peinture, elle ne la comprenait pas, elle la jugeait exécrable, elle se sentait contre elle une haine, la haine instinctive d'une ennemie. Elle se mit debout, elle répéta d'une voix brève, « Je m'en vais ». Claude la suivait des yeux, étonné et chagrin de ce changement brusque. « Comment, si vite ?»« Oui, l'on m'attend. Adieu !» Et elle était à la porte déjà, lorsqu'il put lui prendre la main. Il osa lui demander « Quand vous reverrai-je » Sa petite main mollissait dans la sienne. Un moment, elle parut hésitante. « Mais je ne sais pas. Je suis si occupée. » Puis elle se dégagea, elle s'en alla en disant très vite « Quand je le pourrai, un de ces jours, adieu !» Claude était resté planté sur le seuil. Quoi ? Qu'avait-elle eu encore, cette subite réserve, cette irritation sourde ? Il referma la porte. Il marcha, les bras ballants, sans comprendre, cherchant en vain la phrase, le geste qui avait pu la blesser. La colère le prenait à son tour, un juron jeté dans le vide, un terrible haussement d'épaules, comme pour se débarrasser de cette préoccupation imbécile. Est-ce qu'on savait jamais avec les femmes ? Mais la vue du bouquet de roses débordant du pot à eau l'apaisa tant il sentait bon. Toute la pièce en était embaumée, et, silencieux, il se remit au travail, dans ce parfum. 2 nouveaux mois se passèrent.
Claude, les premiers jours, au moindre bruit, le matin, lorsque madame Joseph lui apportait son déjeuner ou des lettres, tournait vivement la tête, avait un geste involontaire de désappointement. Il ne sortait plus avant 4 heures, et la concierge lui ayant dit un soir, comme il rentrait, qu'une jeune fille était venue le demander vers 5 heures, il ne s'était calmé qu'en reconnaissant un modèle, Zoé Piedfer, dans la visiteuse. Puis, les jours suivant les jours, il avait eu une crise furieuse de travail, inabordable pour tous, d'une violence de théorie telle que ses amis eux-mêmes n'osaient le contrarier. Il balayait le monde d'un geste. Il n'y avait plus que la peinture. On devait égorger les parents, les camarades, les femmes surtout. De cette fièvre chaude, il était tombé dans un abominable désespoir. Une semaine d'impuissance et de doute, toute une semaine de torture, à se croire frappé de stupidité. Et il se remettait. Il avait repris son train habituel, sa lutte résignée et solitaire contre son tableau, lorsque, par une matinée brumeuse de la fin d'octobre, il tressaillit et posa rapidement sa palette. On n'avait pas frappé, mais il venait de reconnaître un pas qui montait. Il ouvrit, et elle entra. C'était elle, enfin. Christine, ce jour-là, portait un large manteau de laine grise qui l'enveloppait tout entière. Son petit chapeau de velours était sombre, et le brouillard du dehors avait emperlé sa voilette de dentelle noire. Mais il la trouva très gaie, dans ce premier frisson de l'hiver. Elle s'excusa d'avoir tardé si longtemps à revenir. Et elle souriait de son air franc, elle avouait qu'elle avait hésité, qu'elle avait bien failli ne plus vouloir. Oui, des idées à elle, des choses qu'il devait comprendre. Il ne comprenait pas. Il ne demandait pas à comprendre, puisqu'elle était là. Cela suffisait qu'elle ne fût point fâchée, qu'elle consentît à monter de temps à autre, en bonne camarade. Il n'y eut pas d'explication, chacun garda le tourment et le combat des jours passés. Pendant près d'1 heure, ils causèrent, très d'accord, sans rien de caché ni d'hostile désormais, comme si l'entente s'était faite à leur insu, loin l'un de l'autre. Elle ne sembla même pas voir les esquisses et les études des murs. Un instant, elle regarda fixement la grande toile, la figure de femme nue, couchée dans l'herbe, sous l'or flambant du soleil. Non, ce n'était pas elle. Cette fille n'avait ni son visage ni son corps. Comment avait-elle pu se reconnaître dans cet épouvantable gâchis de couleurs ? Et son amitié s'attendrit d'une pointe de pitié pour ce brave garçon qui ne faisait pas même ressemblant. Au départ, sur le seuil, ce fut elle qui lui tendit cordialement la main. « Vous savez, je reviendrai. »« Oui, dans 2 mois. »« Non, la semaine prochaine. Vous verrez bien. À jeudi. » Le jeudi, elle reparut, très exacte. Et, dès lors, elle ne cessa plus de venir, 1 fois par semaine, d'abord sans date régulière, au hasard de ses jours libres. Puis, elle choisit le lundi, Madame Vanzade lui ayant accordé ce jour-là pour marcher et respirer au plein air du bois de Boulogne. Elle devait être rentrée à 11 heures. Elle se hâtait à pied, elle arrivait toute rose d'avoir couru, car il y avait une bonne course de Passy au quai de Bourbon. Pendant 4 mois d'hiver, d'octobre à février, elle s'en vint ainsi sous les pluies battantes, sous les brouillards de la Seine, sous les pâles soleils qui attiédissaient les quais. Même, dès le 2e mois, elle arriva parfois à l'improviste, un autre jour de la semaine, profitant d'une course dans Paris pour monter. Et elle ne pouvait s'attarder plus de 2 minutes. On avait tout juste le temps de se dire bonjour. Déjà, elle redescendait l'escalier en criant bonsoir. Maintenant, Claude commençait à connaître Christine. Dans son éternelle méfiance de la femme, un soupçon lui était resté, l'idée d'une aventure galante en province. Mais les yeux doux, le rire clair de la jeune fille avaient tout emporté. Il la sentait d'une innocence de grande enfant. Dès qu'elle arrivait, sans un embarras, à l'aise comme chez un ami, c'était pour bavarder, d'un flot intarissable. 20 fois elle lui avait raconté son enfance à Clermont, et elle y revenait toujours. Le soir où son père, le capitaine Algrin, avait eu sa dernière attaque, foudroyé, tombé de son fauteuil ainsi qu'une masse. Sa mère et elle étaient à l'église. Elle se rappelait parfaitement leur retour, puis la nuit affreuse,
le capitaine très gros, très fort, allongé sur un matelas, avec sa mâchoire inférieure qui avançait. Si bien que, dans sa mémoire de gamine, elle ne pouvait le revoir autrement. Elle aussi avait cette mâchoire-là. Sa mère lui criait quand elle ne savait de quelle façon la dompter. « Ah, menton de galoche, tu te mangeras le sang comme ton père !» Pauvre mère, l'avait-elle assez étourdie de ses jeux violents, de ses crises folles de tapage. Aussi loin qu'elle pouvait remonter, elle la trouvait devant la même fenêtre, petite, fluette, peignant sans bruit ses éventails, avec des yeux doux, tout ce qu'elle tenait d'elle aujourd'hui. On le lui disait parfois, à la chère femme, voulant lui faire plaisir. Elle a vos yeux. Et elle souriait. Elle était heureuse d'être au moins pour ce coin de douceur dans le visage de sa fille. Depuis la mort de son mari, elle travaillait si tard que sa vue se perdait. Comment vivre ? La pension de veuve, les 600 francs qu'elle touchait suffisaient à peine aux besoins de l'enfant. Pendant 5 années, celle-ci avait vu sa mère pâlir et maigrir, s'en aller un peu chaque jour, jusqu'à n'être plus qu'une ombre. Et elle gardait le remords de n'avoir pas été très sage, la désespérant par son manque d'application au travail, recommençant tous les lundis de beaux projets, jurant de l'aider bientôt à gagner de l'argent. Mais ses jambes et ses bras partaient malgré son effort. Elle tombait malade dès qu'elle restait tranquille. Alors, un matin, sa mère n'avait pu se lever et elle était morte, la voix éteinte, les yeux pleins de grosses larmes. Toujours, elle l'avait ainsi présente, morte déjà, les yeux grands ouverts, et pleurant encore, fixée sur elle. D'autres fois, Christine, questionnée par Claude sur Clermont, oubliait tout ce deuil pour lâcher les gais souvenirs. Elle riait à belles dents de leur campement rue de l'Éclache. Elle, née à Strasbourg, le père gascon, la mère parisienne, tous les trois jetés dans cette Auvergne qu'ils abominaient. La rue de l'Éclache, qui descend au jardin des plantes, étroite et humide, était d'une mélancolie de caveau. Pas une boutique, jamais un passant, rien que les façades mornes, aux volets toujours fermés. Mais, vers le midi, dominant des cours intérieures, les fenêtres de leur logement avaient la joie du grand soleil. Même la salle à manger ouvrait sur un large balcon, une sorte de galerie de bois, dont les arcades étaient garnies d'une glycine géante qui les enfouissait dans sa verdure. Et elle y avait grandi, d'abord près de son père infirme, ensuite cloîtrée avec sa mère, que la moindre sortie épuisait. Elle ignorait si complètement la ville et les environs qu'elle et Claude finissaient par s'égayer lorsqu'elle accueillait ces questions d'un éternel « Je ne sais pas ». Les montagnes ? Oui, il y avait des montagnes d'un côté, on les apercevait au bout des rues. Tandis que, de l'autre côté, en enfilant d'autres rues, on voyait des champs plats à l'infini. Mais on n'y allait pas, c'était trop loin. Elle reconnaissait seulement le Puy-de-Dôme, tout rond, pareil à une bosse. Dans la ville, elle se serait rendue à la cathédrale, les yeux fermés. On faisait le tour par la place de Jaude. On prenait la rue des Gras, et il ne fallait point lui en demander davantage. Le reste s'enchevêtrait. Des ruelles et des boulevards en pente, une cité de lave noire qui dévalait, où les pluies d'orage roulaient comme des fleuves sous de formidables éclats de foudre. Oh, les orages de là-bas, elle en frissonnait encore. Dans sa chambre, au-dessus des toits, le paratonnerre du musée était toujours en feu. Elle avait, dans la salle à manger qui servait aussi de salon, une fenêtre à elle, une profonde embrasure, grande comme une pièce, où se trouvait sa table de travail et ses petites affaires. C'était là que sa mère lui avait appris à lire. C'était là que, plus tard, elle s'endormait en écoutant ses professeurs, tellement la fatigue des leçons l'étourdissait. Aussi, maintenant, se moquait-elle de son ignorance. Ah, une demoiselle bien instruite, qui n'aurait pas su dire seulement tous les noms des rois de France avec les dates. Une musicienne fameuse qui en était restée au petit bateau. Une aquarelliste prodige qui ratait les arbres parce que les feuilles étaient trop difficiles à imiter. Brusquement, elle sautait aux 15 mois qu'elle avait passés à la Visitation, après la mort de sa mère, à un grand couvent, hors de la ville, avec des jardins magnifiques. Et les histoires de bonnes sœurs ne tarissaient plus, des jalousies,
des niaiseries, des innocences à faire trembler. Elle devait entrer en religion, elle suffoquait à l'église. Tout lui semblait fini lorsque la supérieure qu'il aimait beaucoup l'avait elle-même détournée du cloître en lui procurant cette place chez madame Vanzade. Une surprise lui en restait. Comment la mère des Saint-Anges avait-elle lu si clairement en elle ? Car, depuis qu'elle habitait Paris, elle était en effet tombée à une complète indifférence religieuse. Alors, quand les souvenirs de Clermont se trouvaient épuisés, Claude voulait savoir quelle était sa vie chez madame Vanzade. Et, chaque semaine, elle lui donnait de nouveaux détails. Dans le petit hôtel de Passy, silencieux et fermé, l'existence passait, régulière, avec le tic-tac affaibli des vieilles horloges. 2 serviteurs antiques, une cuisinière et un valet de chambre, depuis 40 ans dans la famille, traversaient seuls les pièces vides, sans un bruit de leurs pantoufles, d'un pas de fantôme. Parfois, de loin en loin, venait une visite, quelque général octogénaire, si desséché qu'il pesait à peine sur les tapis. C'était la maison des ombres. Le soleil s'y mourait en lueurs de veilleuse, à travers les lames des persiennes. Depuis que madame, prise par les genoux et devenue aveugle, ne quittait plus sa chambre, elle n'avait d'autre distraction que de se faire lire des livres de piété, interminablement. Ah, ces lectures sans fin, comme elles pesaient à la jeune fille. Si elle avait su un métier, avec quelle joie elle aurait coupé des robes, épinglé des chapeaux, gaufré des pétales de fleurs. Dire qu'elle n'était capable de rien, qu'elle avait tout appris et qu'il n'y avait en elle que l'étoffe d'une fille à gages, d'une demi-domestique. Et puis, elle souffrait de cette demeure close, rigide, qui sentait la mort. Elle était reprise des étourdissements de son enfance, quand jadis elle voulait se forcer au travail pour faire plaisir à sa mère. Une rébellion de son sang la soulevait. Elle aurait crié et sauté, ivre du besoin de vivre. Mais madame la traitait si doucement, la renvoyant de sa chambre, lui ordonnant de longues promenades, qu'elle était pleine de remords, lorsque, au retour du quai de Bourbon, elle devait mentir, parler du bois de Boulogne, inventer une cérémonie à l'église où elle ne mettait plus les pieds. Chaque jour, madame semblait éprouver pour elle une tendresse plus grande. C'était sans cesse des cadeaux, une robe de soie, une petite montre ancienne, jusqu'à du linge. Et elle-même aimait beaucoup madame. Elle avait pleuré un soir que celle-ci l'appelait sa fille. Elle jurait de ne la quitter jamais, maintenant, le cœur noyé de pitié, à la voir si vieille et si infirme. « Bah, dit Claude un matin, vous serez récompensée, elle vous fera son héritière. » Christine demeura saisie. « Oh, pensez-vous ? On dit qu'elle a 3 millions. Non, non, je n'y ai jamais songé, je ne veux pas, qu'est-ce que je deviendrais ?» Claude s'était détourné et il ajouta d'une voix brusque. « Vous deviendriez riche, parbleu. D'abord, sans doute, elle vous mariera. » Mais, à ce mot, elle l'interrompit d'un éclat de rire. « Avec un de ses vieux amis, le général qui a un manteau en argent ? Ah, la bonne folie !» Tous deux en restaient à une camaraderie de vieilles connaissances. Il était presque aussi neuf qu'elle en toutes choses, n'ayant connu que des filles de hasard, vivant au-dessus du réel, dans des amours romantiques. Cela leur semblait naturel et très simple, à elle comme à lui, de se voir de la sorte en secret, par amitié, sans autre galanterie qu'une poignée de main à l'arrivée et qu'une poignée de main au départ. Lui ne se questionnait même plus sur ce qu'elle pouvait savoir de la vie et de l'homme, dans ses ignorances de demoiselle honnête. Et c'était elle qui le sentait timide, qui le regardait fixement parfois, avec le vacillement des yeux, le trouble étonné de la passion qui s'ignore. Mais rien encore de brûlant ni d'agité ne gâtait le plaisir qu'ils éprouvaient à être ensemble. Leurs mains demeuraient fraîches, ils parlaient de tout gaiement, ils se disputaient parfois, en amis, certains de ne jamais se fâcher. Seulement, cette amitié devenait si vive qu'ils ne pouvaient plus vivre l'un sans l'autre. Dès que Christine était là, Claude enlevait la clé de la porte. Elle-même l'exigeait. De cette façon, personne ne viendrait les déranger. Au bout de quelques visites, elle avait pris possession de l'atelier. Elle y semblait chez elle. Une idée d'y mettre un peu d'ordre la tourmentait, car elle souffrait nerveusement au milieu d'un pareil abandon. Mais ce n'était point besogne facile,
Le peintre défendait à madame Joseph de balayer, de peur que la poussière ne couvrît ses toiles fraîches. Et, les premières fois, lorsque son ami tentait un bout de nettoyage, il la suivait d'un regard inquiet et suppliant. À quoi bon changer les choses de place ? Est-ce qu'il ne suffisait pas de les avoir sous la main ? Pourtant, elle montrait une obstination si gaie, elle paraissait si heureuse de jouer à la ménagère qu'il avait fini par la laisser libre. Maintenant, à peine arrivée, dégantée, la jupe épinglée pour ne pas la salir, elle bousculait tout. Elle rangeait la vaste pièce en 3 tours. Devant le poêle, on ne voyait plus un tas de cendres accumulées. Le paravent cachait le lit et la toilette. Le divan était brossé, l'armoire frottée et luisante, la table de sapin désencombrée de la vaisselle, nette de taches de couleur. Et, au-dessus des chaises posées en belle symétrie, des chevalets boiteux appuyés au mur, le coucou énorme, épanouissant ses fleurs de carmin, avait l'air de battre d'un tic-tac plus sonore. C'était magnifique, on n'aurait pas reconnu la pièce. Lui, stupéfait, la regardait aller, venir, tourner en chantant. Était-ce donc cette paresseuse qui avait des migraines intolérables au moindre travail ? Mais elle riait. Le travail de tête, oui, tandis que le travail des pieds et des mains, au contraire, lui faisait du bien. La redressait comme un jeune arbre. Elle avouait, ainsi qu'une dépravation, son goût pour les soins bas du ménage, ce goût qui désespérait sa mère, dont l'idéal d'éducation était l'art d'agrément, l'institutrice aux mains fines, ne touchant à rien. Aussi que de remontrances, quand on la surprenait, toute petite, balayant, torchonnant, jouant à la cuisinière avec délice. Encore aujourd'hui, si elle avait pu se battre contre la poussière chez madame Vanzade, elle se serait moins ennuyée. Seulement, qu'aurait-on dit ? Du coup, elle n'aurait plus été une dame. Et elle venait se satisfaire quai de Bourbon, essoufflée de tant d'exercices, avec des yeux de pécheresse qui mord aux fruits défendus. Claude, à cette heure, sentait autour de lui les bons soins d'une femme. Pour la faire asseoir et causer tranquillement, il lui demandait parfois de recoudre un poignet arraché, un pan de veston déchiré. D'elle-même, elle avait bien offert de visiter son linge, mais ce n'était plus sa belle flamme de ménagère qui s'agite. D'abord, elle ne savait pas. Elle tenait son aiguille en fille élevée dans le mépris de la couture. Puis, cette immobilité, cette attention, ces petits points à soigner un par un, l'exaspéraient. L'atelier reluisait de propreté comme un salon, mais Claude restait en guenille. Et tous les deux en plaisantaient. Ils trouvaient ça drôle. Quels mois heureux ils passèrent, ces 4 mois de gelée et de pluie, dans l'atelier où le poêle rouge ronflait comme un tuyau d'orgue. L'hiver semblait les isoler encore. Quand la neige couvrait les toits voisins, que des moineaux venaient battre de l'aile contre la baie vitrée, ils souriaient d'avoir chaud et d'être perdus ainsi, au milieu de la grande ville muette. Et ils n'eurent pas toujours que ce coin étroit, elle finit par lui permettre de la reconduire. Longtemps, elle avait voulu s'en aller seule, tourmentée de la honte d'être vue dehors, au bras d'un homme. Puis, un jour, qu'une averse brusque tombait, il fallut bien qu'elle le laissât descendre avec un parapluie. Et, l'averse ayant cessé tout de suite, de l'autre côté du pont Louis-Philippe, elle l'avait renvoyé. Ils étaient seulement restés quelques minutes devant le parapet, à regarder le mail, heureux de se trouver ensemble sous le ciel libre. En bas, contre les pavés du port, les grandes roues pleines de pommes s'alignaient sur 4 rangs, si serrés que des planches, entre elles, faisaient des sentiers où couraient des enfants et des femmes. Et ils s'amusèrent de cet écroulement de fruits, des tas énormes qui encombraient la berge, des paniers ronds qui voyageaient, tandis qu'une odeur forte, presque puante, une odeur de cidre en fermentation, s'exhalait avec le souffle humide de la rivière. La semaine suivante, comme le soleil avait reparu et qui lui vantait la solitude des quais autour de l'île Saint-Louis, elle consentit à une promenade. Ils remontèrent le quai de Bourbon et le quai d'Anjou, s'arrêtant à chaque pas, intéressés par la vie de la Seine, la dragueuse dont les seaux grinçaient, le bateau lavoir secoué d'un bruit de querelle, une grue, là-bas, en train de décharger un chaland. Elle, surtout, s'étonnait. Était-ce possible que ce quai des Ormes, si vivant en face,
que ce quai Henri IV, avec sa berge immense, sa plage où des bandes d'enfants et de chiens se culbutaient sur des tas de sable, que tout cet horizon de ville peuplée et active fut l'horizon de cité maudite, aperçu dans un éclaboussement de sang la nuit de son arrivée. Ensuite, ils tournèrent la pointe, ralentissant encore leur marche pour jouir du désert et du silence que de vieux hôtels semblent mettre là. Ils regardèrent l'eau bouillonner à travers la forêt des charpentes de l'Estacade. Ils revinrent en suivant le quai de Béthune et le quai d'Orléans, rapprochés par l'élargissement du fleuve, se serrant l'un contre l'autre devant cette coulée énorme, les yeux au loin sur le port aux vins et le jardin des plantes. Dans le ciel pâle, des dômes de monuments bleuissaient. Comme ils arrivaient au pont Saint-Louis, il dut lui nommer Notre-Dame, qu'elle ne reconnaissait pas, vue ainsi du chevet, colossal et accroupi entre ses arcs-boutants, pareil à des pattes au repos, dominé par la double tête de ses tours, au-dessus de sa longue échine de monstre. Mais leur trouvaille, ce jour-là, ce fut la pointe occidentale de l'île, cette proue de navire continuellement à l'ancre, qui, dans la fuite des deux courants, regarde Paris sans jamais l'atteindre. Ils descendirent un escalier très raide, ils découvrirent une berge solitaire plantée de grands arbres. Et c'était un refuge délicieux, un asile en pleine foule, Paris grondant alentour, sur les quais, sur les ponts, pendant qu'ils goûtaient, au bord de l'eau, la joie d'être seuls, ignorés de tous. Dès lors, cette berge fut leur coin de campagne, le pays de plein air où ils profitaient des heures de soleil, quand la grosse chaleur de l'atelier, où le poil rouge ronflait, les suffoquait et commençait à chauffer leurs mains d'une fièvre dont ils avaient peur. Cependant, jusque-là, Christine refusait de se laisser accompagner plus loin que le Mail. Au quai des Ormes, elle congédiait toujours Claude, comme si Paris, avec sa foule et ses rencontres possibles, eût commencé à cette longue file de quais qu'il lui fallait suivre. Mais Passy était si loin, et elle s'ennuyait tant à faire seule une course pareille, que peu à peu elle céda, lui permettant d'abord de pousser jusqu'à l'hôtel de ville, puis jusqu'au Pont-Neuf, puis jusqu'aux Tuileries. Elle oubliait le danger. Tous deux s'en allaient maintenant, bras dessus, bras dessous, comme un jeune ménage. Et cette promenade sans cesse répétée, cette marche lente sur le même trottoir, du côté de l'eau, avait pris un charme infini, une jouissance de bonheur telle qu'ils ne devaient jamais en éprouver de plus vive. Ils étaient l'un à l'autre, profondément, sans s'être donnés encore. Il semblait que l'âme de la grande ville, montant du fleuve, les enveloppa de toutes les tendresses qui avaient battu dans ces vieilles pierres, au travers des âges. Depuis les grands froids de décembre, Christine ne venait plus que l'après-midi. Et c'était vers 4 heures, lorsque le soleil déclinait, que Claude la reconduisait à son bras. Par les jours de ciel clair, dès qu'il débouchait du pont Louis-Philippe, toute la trouée des quais, immense à l'infini, se déroulait. D'un bout à l'autre, le soleil oblique chauffait d'une poussière d'or les maisons de la rive droite, tandis que la rive gauche, les îles, les édifices, se découpaient en une ligne noire sur la gloire enflammée du couchant. Enfin, cette marche éclatante et cette marge sombre, la Seine pailletée luisait, coupée des barres minces de ses ponts, les 5 arches du pont Notre-Dame sous l'arche unique du pont d'Arcole, puis le pont au Change, puis le pont Neuf, de plus en plus fin, montrant chacun, au-delà de son ombre, un vif coup de lumière, une eau de satin bleu, blanchissant dans un reflet de miroir. Et, pendant que les découpures crépusculaires de gauche se terminaient par la silhouette des tours pointues du palais de justice, charbonnées durement sur le vide, une courbe molle s'arrondissait à droite dans la clarté, si allongée et si perdue, que le pavillon de Flore, tout là-bas, qui s'avançait comme une citadelle, à l'extrême pointe, semblait un château du rêve, bleuâtre, léger et tremblant, au milieu des fumées roses de l'horizon. Mais eux, baignés de soleil sous les platanes sans feuilles, détournaient les yeux de cet éblouissement, s'égayaient à certains coins, toujours les mêmes. Un surtout, le pâté de maisons très vieilles au-dessus du Mail. En bas, de petites boutiques de quincaillerie et d'articles de pêche à un étage, surmontées de terrasses.
fleuries de lauriers et de vignes vierges. Et, par derrière, des maisons plus hautes, délabrées, étalant des linges aux fenêtres, tout un entassement de constructions baroques, un enchevêtrement de planches et de maçonnerie, de murs croulants et de jardins suspendus, où des boules de verre allumaient des étoiles. Il marchait, il délaissait bientôt les grands bâtiments qui suivaient la caserne, l'hôtel de ville, pour s'intéresser, de l'autre côté du fleuve, à la cité, serrée dans ses murailles droites et lisses, sans berge. Au-dessus des maisons assombries, les tours de Notre-Dame, resplendissantes, étaient comme dorées à neuf. Des boîtes de bouquinistes commençaient à envahir les parapets. Une péniche, chargée de charbon, luttait contre le courant terrible sous une arche du pont Notre-Dame. Et là, les jours de marché aux fleurs, malgré la rudesse de la saison, il s'arrêtait à respirer les premières violettes et les giroflées hâtives. Sur la gauche, cependant, la rive se découvrait et se prolongeait. Au-delà des poivrières du palais de justice avaient paru les petites maisons blafardes du quai de l'Horloge, jusqu'à la touffe d'arbres du terre-plein. Puis, à mesure qu'ils avançaient, d'autres quais sortaient de la brume, très loin, le quai Voltaire, le quai Malaquais, la coupole de l'Institut, le bâtiment carré de la Monnaie, une longue barre grise de façade dont on ne distinguait même pas les fenêtres, un promontoire de toiture que les poteries des cheminées faisaient ressembler à une falaise rocheuse s'enfonçant au milieu d'une mer phosphorescente. En face, au contraire, le pavillon de Flore sortait du rêve, se solidifiait dans la flambée dernière de l'astre. Alors, à droite, à gauche, aux deux bords de l'eau, c'étaient les profondes perspectives du boulevard Sébastopol et du boulevard du Palais. C'étaient les bâtisses neuves du quai de la Mégisserie, la nouvelle préfecture de police en face, le vieux Pont-Neuf, avec la tache d'encre de sa statue. C'était le Louvre, les Tuileries, puis au fond, par-dessus Grenelle, les lointains sans bornes, les coteaux de Sèvres, la campagne noyée d'un ruissellement de rayons. Jamais Claude n'allait plus loin. Christine, toujours, l'arrêtait avant le pont royal, près des grands arbres des bains Vigier. Et, quand il se retournait pour échanger encore une poignée de main, dans l'or du soleil devenu rouge, il regardait en arrière. Il retrouvait, à l'autre horizon, l'île Saint-Louis, d'où il venait, une fin confuse de capitale que la nuit gagnait déjà sous le ciel ardoisé de l'Orient. Ah, que de beaux couchers de soleil ils eurent, pendant ces flâneries de chaque semaine. Le soleil les accompagnait dans cette gaieté vibrante des quais, la vie de la Seine, la danse des reflets au fil du courant, l'amusement des boutiques chaudes comme des cerfs, et les fleurs en peau de grennetier, et les cages assourdissantes des oiseliers, tout ce tapage de sons et de couleurs qui fait du bord de l'eau l'éternelle jeunesse des villes. Tandis qu'ils avançaient, la braise ardente du couchant s'empourprait à leur gauche, au-dessus de la ligne sombre des maisons, et l'astre semblait les attendre, s'inclinait à mesure, roulait lentement vers les toits lointains dès qu'ils avaient dépassé le pont Notre-Dame en face du fleuve élargi. Dans aucune futaie séculaire, sur aucune route de montagne, par les prairies d'aucune plaine, il n'y aura jamais des fins de jour aussi triomphales que derrière la coupole de l'Institut. C'est Paris qui s'endort dans sa gloire. À chacune de leurs promenades, l'incendie changeait, des fournaises nouvelles ajoutaient leur brasier à cette couronne de flammes. Un soir qu'une averse venait de les surprendre, le soleil, reparaissant derrière la pluie, alluma la nuée tout entière, et il n'y eut plus sur leur tête que cette poussière d'eau embrasée qui s'irisait de bleu et de rose. Les jours de ciel pur, au contraire, le soleil, pareil à une boule de feu, descendait majestueusement dans un lac de saphir tranquille. Un instant, la coupole noire de l'Institut l'écornait, comme une lune à son déclin. Puis la boule se violaçait, se noyait au fond du lac devenu sanglant. Dès février, elle agrandit sa courbe, elle tomba droit dans la Seine, qui semblait bouillonner à l'horizon sous l'approche de ce fer rouge.
Mais les grands décors, les grandes féeries de l'espace ne flambaient que les soirs de nuages. Alors, suivant le caprice du vent, c'étaient des mers de soufre battant des rochers de corail, c'étaient des palais et des tours, des architectures entassées, brûlant, s'écroulant, lâchant par leurs brèches des torrents de lave. Ou encore, tout d'un coup, l'astre, disparu déjà, couché derrière un voile de vapeur, perçait ce rempart d'une telle poussée de lumière que des traits d'étincelles jaillissaient, partaient d'un bout du ciel à l'autre, visibles, ainsi qu'une volée de flèches d'or. Et le crépuscule se faisait, et il se quittait avec ce dernier éblouissement dans les yeux. Il sentait ce pari triomphal, complice de la joie qu'il ne pouvait épuiser, à toujours recommencer ensemble cette promenade le long des vieux parapets de pierre. Un jour enfin, il arriva ce que Claude redoutait, sans le dire. Christine semblait ne plus croire qu'on pût les rencontrer. Qui, du reste, la connaissait? Elle passerait ainsi, éternellement inconnue. Lui songeait aux camarades, avait parfois un petit frisson en croyant distinguer au loin quelque dos de sa connaissance. Il était travaillé d'une pudeur, l'idée qu'on pourrait dévisager la jeune fille, l'aborder, plaisanter peut-être, lui causait un insupportable malaise. Et ce jour-là, justement, comme elle se serrait à son bras et qu'ils approchaient du pont des Arts, il tomba sur Sandoz et Dubuche, qui descendaient les marches du pont. Impossible de les éviter. On était presque face à face. D'ailleurs, ses amis l'avaient aperçu sans doute, car il souriait. Très pâle, il avançait toujours, et il pensa tout perdu en voyant Dubuche faire un mouvement vers lui. Mais déjà Sandoz le retenait, l'emmenait. Ils passèrent d'un air indifférent, ils disparurent dans la cour du Louvre, sans même se retourner. Tous deux venaient de reconnaître l'original de cette tête au pastel que le peintre cachait avec une jalousie d'amant. Christine, très gaie, n'avait rien remarqué. Claude, le cœur battant à grands coups, lui répondait par des mots étranglés, touchés aux larmes, débordant de gratitude pour la discrétion de ses deux vieux compagnons. À quelques jours de là, il eut encore une secousse. Il n'attendait pas Christine, et il avait donné rendez-vous à Sandoz. Puis, comme elle était montée en courant passer 1 heure dans une de ces surprises qui les ravissaient, il venait à leur habitude de retirer la clé lorsqu'on frappa du poing, familièrement. Tout de suite, lui reconnut cette façon de s'annoncer, si bouleversé de l'aventure qu'il en renversa une chaise. Impossible maintenant de ne pas répondre. Mais elle était devenue blême, elle le suppliait d'un geste éperdu, et il demeura immobile, l'haleine coupée. Les coups continuaient dans la porte. Une voix cria « Claude ! Claude !» Lui ne bougeait toujours point, combattu pourtant, les lèvres blanches, les yeux à terre. Un grand silence régna, des pas descendirent en faisant craquer les marches de bois. Sa poitrine s'était gonflée d'une tristesse immense. Il la sentait éclater de remords, à chacun de ses pas qui s'en allaient, comme s'il eût renié l'amitié de toute sa jeunesse. Cependant, une après-midi, on frappa encore, et Claude n'eut que le temps de murmurer avec désespoir. La clé est restée sur la porte. En effet, Christine avait oublié de la retirer. Elle s'effara, s'élança derrière le paravent, tomba assise au bord du lit, son mouchoir sur la bouche, pour étouffer le bruit de sa respiration. On tapait plus fort, des rires éclataient, le peintre dut crier « Entrez !» Et son malaise augmenta en apercevant Jory, qui, galamment, introduisait Irma Bécot. Depuis 15 jours, Fagerolles la lui avait cédée. Ou plutôt, il s'était résigné à ce caprice, par crainte de la perdre tout à fait. Elle jetait alors sa jeunesse aux 4 coins des ateliers, dans une telle folie de son corps, que chaque semaine, elle déménageait ses 3 chemises, quitte à revenir pour une nuit, si le cœur lui en disait. « C'est elle qui a voulu visiter ton atelier, et je te l'amène, » expliqua le journaliste. Mais, sans attendre, elle se promenait, elle s'exclamait, très libre. « Oh, que c'est drôle, ici !»« Oh, quelle drôle de peinture, hein ?»
Soyez aimable, montrez-moi tout. Je veux tout voir. Et où couchez-vous ? Claude, anxieux d'inquiétude, eut peur qu'elle n'écartât le paravent. Il s'imaginait Christine, là derrière. Il était désolé déjà de ce qu'elle entendait. « Tu sais ce qu'elle vient te demander ?» reprit gaiement Jory. « Comment ? Tu ne te rappelles pas ? Tu lui as promis de faire quelque chose après elle. Elle te posera tout ce que tu voudras. N'est-ce pas, ma chère ? Pardi, tout de suite !» « C'est que, dit le peintre embarrassé, mon tableau me prendra jusqu'au salon. Il y a là une figure qui me donne un mal. Impossible de m'en tirer avec ces sacrés modèles. » Elle s'était plantée devant la toile, elle levait son petit nez d'un air entendu. « Cette femme nue, dans l'herbe. Eh bien, dites donc, si je pouvais vous être utile ?» Du coup, Jory s'enflamma. « Tiens, mais c'est une idée, toi qui cherches une belle fille sans la trouver. Elle va se défaire. Défais-toi, ma chérie, défais-toi un peu pour qu'il voie. » D'une main, Irma dénoua vivement son chapeau, et elle cherchait de l'autre les agrafes de son corsage, malgré les refus énergiques de Claude qui se débattait comme si on l'eût violenté. « Non, non, c'est inutile, madame est trop petite. Ce n'est pas du tout ça, pas du tout. »« Qu'est-ce que ça fiche ?» dit-elle. « Vous verrez toujours. » Et Jory s'obstinait. « Laisse donc, c'est à elle que tu fais plaisir. Elle ne pose pas d'habitude, elle n'en a pas besoin, mais ça la régale de se montrer. Elle vivrait sans chemise. Défais-toi, ma chérie, rien que la gorge, puisqu'il a peur que tu ne le manges. » Enfin, Claude l'empêcha de se déshabiller. Il bégayait des excuses. Plus tard, il serait très heureux. En ce moment, il craignait qu'un document nouveau n'achevât de l'embrouiller. Et elle se contenta de hausser les épaules en le regardant fixement de ses jolis yeux de vis, d'un air de souriant mépris. Alors, Jory causa de la bande. Pourquoi donc Claude n'était-il pas venu l'autre jeudi chez Sandoz ? On ne le voyait plus. Dubuche l'accusait d'être entretenu par une actrice. Oh, il y avait eu un attrapage entre Fagerolles et Mahoudeau à propos de l'habit noir en sculpture. Gagnière, le dimanche d'auparavant, était sorti d'une audition de Wagner avec un œil en compote. Lui, Jory, avait manqué d'avoir un duel au café Baudequin pour un de ses derniers articles du Tambour. C'est qu'il les menait raides, les peintres de 4 sous, les réputations volées. La campagne contre le jury du salon faisait un vacarme du diable. Il ne resterait pas un morceau de ces gabelous de l'idéal qui empêcherait la nature d'entrer. Claude l'écoutait dans une impatience irritée. Il avait repris sa palette, il piétinait devant son tableau. L'autre finit par comprendre. « Tu désires travailler ? Nous te laissons. » Irma continuait à regarder le peintre avec son vague sourire, étonnée de la bêtise de ce nigaud qui ne voulait pas d'elle, tourmentée maintenant du caprice de la voir malgré lui. C'était laid, son atelier, et lui-même n'avait rien de beau. Mais pourquoi posait-il pour la vertu ? Elle le plaisanta un instant, fine, intelligente, portant déjà sa fortune, dans le débraillé de sa jeunesse. Et, à la porte, elle s'offrit une dernière fois en lui chauffant la main d'une pression longue et enveloppante. « Quand vous voudrez ?» Ils étaient partis, et Claude dut aller écarter le paravent, car, derrière, Christine restait au bord du lit, comme sans force pour se lever. Elle ne parla pas de cette fille, elle déclara simplement qu'elle avait eu bien peur, et elle voulut s'en aller tout de suite, tremblant d'entendre frapper encore, emportant au fond de ses yeux inquiets le trouble des choses qu'elle ne disait point. Longtemps, d'ailleurs, ce milieu d'art brutal, cet atelier empli de tableaux violents, était demeuré pour elle un malaise. Elle ne pouvait s'habituer aux nudités vraies des académies, à la réalité crue des études faites en Provence, blessée, répugnée. Surtout, elle n'y comprenait rien, grandie dans la tendresse et l'admiration d'un autre art, ces fines aquarelles de sa mère, ces éventails d'une délicatesse de rêve, où des couples lilas flottaient au milieu des jardins bleuâtres. Souvent encore, elle-même s'amusait à de petits paysages d'écolières, 2 ou 3 motifs toujours répétés, un lac avec une ruine, un moulin battant l'eau d'une rivière,
un chalet et des sapins blancs de neige. Et elle s'étonnait. Était-ce possible qu'un garçon intelligent peignît d'une façon si déraisonnable, si laide, si fausse? Car elle ne trouvait pas seulement ces réalités d'une hideur de monstre, elle les jugeait aussi en dehors de toute vérité permise. Enfin, il fallait être fou. Un jour, Claude voulut absolument voir un petit album, son ancien album de Clermont, dont elle lui avait parlé. Après s'en être longtemps défendue, elle l'apporta, flattée au fond, ayant la vive curiosité de savoir ce qu'il dirait. Lui le feuilleta en souriant, et, comme il se taisait, elle murmura la première. « Vous trouvez ça mauvais, n'est-ce pas ?»« Mais non, répondit-il, c'est innocent. » Le mot la froissa, malgré le ton bonhomme qui le rendait aimable. « Dame, j'ai eu si peu de leçons de maman. Moi, j'aime que ce soit bien fait et que ça plaise. » Alors, il éclata franchement de rire. « Avouez que ma peinture vous rend malade. Je l'ai remarqué, vous pincez les lèvres, vous arrondissez des yeux de terreur. Ah, certes, ce n'est pas de la peinture pour les dames, encore moins pour les jeunes filles. Mais vous vous y accoutumerez, il n'y a là qu'une éducation de l'œil. Et vous verrez que c'est très sain et très honnête, ce que je fais là. » En effet, peu à peu, Christine s'accoutuma. La conviction artistique n'y entra pour rien d'abord, d'autant plus que Claude, avec son dédain des jugements de la femme, ne l'endoctrinait pas, évitant au contraire de parler art avec elle, comme s'il eût voulu se réserver cette passion de sa vie en dehors de la passion nouvelle qui l'envahissait. Seulement, elle glissait à l'habitude. Elle finissait par éprouver de l'intérêt pour ces toiles abominables, en voyant quelle place souveraine elle tenait dans l'existence du peintre. Ce fut sa première étape. Elle s'attendrit de cette rage du travail, de ce don absolu de tout un être. N'était-ce pas touchant? N'y avait-il pas là quelque chose de très bien? Puis, lorsqu'elle remarqua les joies et les douleurs qui le bouleversaient, à la suite d'une bonne séance ou d'une mauvaise, elle arriva d'elle-même à se mettre de moitié dans son effort. Elle s'attristait si elle le trouvait triste. Elle s'égayait quand il l'accueillait gaiement. Et dès lors, ce fut sa préoccupation. Avait-il beaucoup travaillé? Était-il content de ce qu'il avait fait depuis leur dernière entrevue? Au bout du 2e mois, elle était conquise. Elle se plantait devant les toiles, n'en avait plus peur, n'approuvait toujours pas beaucoup cette façon de peindre, mais commençait à répéter des mots d'artiste, déclarait ça vigoureux, crânement bâti, bien dans la lumière. Il lui semblait si bon, elle l'aimait tant, qu'après l'avoir excusé de barbouiller de pareilles horreurs, elle en venait à leur découvrir des qualités pour les aimer aussi un peu. Cependant, il était un tableau, le grand, celui du prochain salon, qu'elle fut longue à accepter. Déjà, elle regardait, sans déplaisir, les académies de l'atelier Boutin et les études de Plassans, qu'elle s'irritait encore contre la femme nue, couchée dans l'herbe. C'était une rancune personnelle, la honte d'avoir cru un instant se reconnaître, une sourde gêne en face de ce grand corps qui continuait à la blesser, bien qu'elle y retrouvât de moins en moins ses traits. D'abord, elle avait protesté en détournant les yeux. Maintenant, elle restait des minutes entières, les regards fixes, dans une contemplation muette. Comment donc sa ressemblance avait-elle disparu ainsi? À mesure que le peintre s'acharnait, jamais content, revenant 100 fois sur le même morceau, cette ressemblance s'évanouissait un peu chaque fois. Et, sans qu'elle pût analyser cela, sans qu'elle osât même se l'avouer, elle, dont la pudeur s'était révoltée le premier jour, elle éprouvait un chagrin croissant à voir que rien d'elle ne demeurait plus. Leur amitié lui paraissait en pâtir. Elle se sentait moins près de lui, à chaque trait qui s'effaçait. Ne l'aimait-il pas, qu'il la laissait ainsi sortir de son œuvre? Et quelle était cette femme nouvelle, cette face inconnue et vague qui perçait sous la sienne? Claude, désolé d'avoir gâté la tête, ne savait justement de quelle manière lui demander quelques heures de pause. Elle se serait simplement assise, il n'aurait pris que des indications.
mais il l'avait vue si fâchée qu'il craignait de l'irriter encore. Après s'être promis de la supplier gaiement, il ne trouvait pas les mots, tout d'un coup honteux, comme s'il se fût agi d'une inconvenance. Une après-midi, il la bouleversa par un de ces accès de colère dont il n'était pas le maître, même devant elle. Rien n'avait marché cette semaine-là. Il parlait de gratter sa toile, il se promenait furieusement, en lâchant des ruades dans les meubles. Tout d'un coup, il la saisit par les épaules et la posa sur le divan. « Je vous en prie, rendez-moi ce service ou j'en crève, parole d'honneur !» Effarée, elle ne comprenait pas. « Quoi ? Que voulez-vous » Puis, lorsqu'elle le vit prendre ses brosses, elle ajouta étourdiment « Ah oui, pourquoi ne me l'avez-vous pas demandé plus tôt ?» D'elle-même, elle se renversa sur un coussin, elle glissa le bras sous la nuque. Mais une surprise et une confusion d'avoir consenti si vite l'avaient rendue grave. Car elle ne se savait pas décider à cette chose, elle aurait bien juré que jamais plus elle ne lui servirait de modèle. Ravi, il cria « Vrai ? Vous consentez ? Nom d'un chien, la sacrée bonne femme que je vais bâtir avec vous !» De nouveau, sans réfléchir, elle dit « Oh, la tête seulement !» Et lui bredouilla, dans une hâte d'homme qui craint d'être allé trop loin. « Bien sûr, seulement la tête !» Une gêne les rendit muets. Il se mit à peindre, tandis que les yeux en l'air, immobile, elle restait troublée d'avoir lâché une pareille phrase. Déjà, sa complaisance l'emplissait d'un remords, comme si elle entrait dans quelque chose de coupable, en laissant donner sa ressemblance à cette nudité de femme, éclatante sous le soleil. Claude, en 2 séances, campa la tête. Il exultait de joie, il criait que c'était son meilleur morceau de peinture. Et il avait raison. Jamais il n'avait baigné dans de la vraie lumière un visage plus vivant. Heureuse de le voir si heureux, Christine s'était égayée, elle aussi, au point de trouver sa tête très bien, pas très ressemblante toujours, mais d'une expression étonnante. Ils restèrent longtemps devant le tableau, à cligner les yeux, à se reculer jusqu'au mur. « Maintenant, dit-il enfin, je vais la bâcler avec un modèle. »« Ah, cette gueuse, je la tiens donc !» Et, dans un accès de gaminerie, il empoigna la jeune fille. Ils dansèrent ensemble ce qu'il appelait le pas du triomphe. Elle riait très fort, adorant le jeu, n'éprouvant plus rien de son trouble, ni scrupule, ni malaise. Mais, dès la semaine suivante, Claude redevint sombre. Il avait choisi Zoé pied de fer pour poser le corps, et elle ne lui donnait pas ce qu'il voulait. La tête, si fine, disait-il, ne s'emmanchait point sur ses épaules canailles. Il s'obstina pourtant, gratta, recommença. Vers le milieu de janvier, pris de désespoir, il lâcha le tableau, le retourna contre le mur. Puis, 15 jours plus tard, il s'y remit, avec un autre modèle, la grande Judith, ce qui le força à changer les tonalités. Les choses se gâtèrent encore. Il fit revenir Zoé, ne sut plus où il allait, malade d'incertitude et d'angoisse. Et le pis était que la figure centrale seule l'enrageait ainsi, car le reste de l'œuvre, les arbres, les 2 petites femmes, le monsieur en veston, terminé, solide, le satisfaisait pleinement. Février s'achevait. Il ne lui restait que quelques jours pour l'envoi au salon. C'était un désastre. Un soir, devant Christine, il jura, il lâcha ce cri de colère. « Aussi, tonnerre de Dieu, est-ce qu'on plante la tête d'une femme sur le corps d'une autre ? Je devrais me couper la main. » Au fond de lui, maintenant, une pensée unique montait. Obtenir d'elle qu'elle consentît à poser la figure entière. Cela, lentement, avait germé. D'abord un simple souhait vite écarté comme absurde, puis une discussion muette, sans cesse reprise. Enfin, le désir net, aigu, sous le fouet de la nécessité. Cette gorge qu'il avait entrevue quelques minutes le hantait d'un souvenir obsédant. Il la revoyait dans sa fraîcheur de jeunesse, rayonnante, indispensable. S'il ne l'avait pas, autant valait-il renoncer au tableau, car aucune autre ne le contenterait. Lorsque,
Pendant des heures, tombé sur une chaise, il se dévorait d'impuissance à ne plus savoir où donner un coup de pinceau, il prenait des résolutions héroïques. Dès qu'elle entrerait, il lui dirait son tourment, en paroles si touchantes qu'elle céderait peut-être. Mais elle arrivait, avec son rire de camarade, sa robe chaste qui ne livrait rien de son corps, et il perdait tout courage. Il détournait les yeux, de peur qu'elle ne le surprît à chercher, sous le corsage, la ligne souple du torse. On ne pouvait exiger d'une amie un service pareil. Jamais il n'en aurait l'audace. Et, pourtant, un soir, comme il s'apprêtait à la reconduire et qu'elle remettait son chapeau, les bras en l'air, ils restèrent 2 secondes les yeux dans les yeux, lui frémissant devant les pointes des seins relevés qui crevaient l'étoffe, elle si brusquement sérieuse, si pâle, qu'il se sentit deviner. Le long des quais, ils parlèrent à peine. Cette chose demeura entre eux, pendant que le soleil se couchait, dans un ciel couleur de vieux cuivre. À 2 autres reprises, il lut, au fond de son regard, qu'elle savait sa continuelle pensée. En effet, depuis qu'il y songeait, elle s'était mise à y songer aussi, malgré elle, l'attention éveillée par des allusions involontaires. Elle en fut effleurée d'abord, elle dut s'y arrêter ensuite. Mais elle ne croyait pas avoir à s'en défendre, car cela lui semblait hors de la vie, une de ces imaginations du sommeil dont on a honte. La peur même qu'il osa le demander ne lui vint pas. Elle le connaissait bien à présent, elle l'aurait fait taire d'un souffle, avant qu'il eût bégayé les premiers mots, malgré les éclats subis de ses colères. C'était fou, simplement. Jamais, jamais. Des jours s'écoulèrent, et entre eux l'idée fixe grandissait. Dès qu'ils se trouvaient ensemble, ils ne pouvaient plus ne pas y penser. Ils n'en ouvraient point la bouche, mais leur silence en était plein. Ils ne risquaient plus un geste, ils n'échangeaient plus un sourire, sans retrouver au fond cette chose impossible à dire tout haut et dont ils débordaient. Bientôt, rien d'autre ne resta dans leur vie de camarades. S'il la regardait, elle croyait se sentir déshabillée par son regard. Les mots innocents retentissaient en significations gênantes. Chaque poignée de main allait au-delà du poignet, faisait couler un léger frisson le long du corps. Et ce qu'ils avaient évité jusque-là, le trouble de leur liaison, l'éveil de l'homme et de la femme dans leur bonne amitié, éclatait enfin sous l'évocation constante de cette nudité vierge. Peu à peu, ils se découvraient une fièvre secrète, ignorée d'eux-mêmes. Des chaleurs leur montaient aux joues, ils rougissaient pour s'être frôlés du doigt. C'était désormais comme une excitation de chaque minute, fouettant leur sang. Tandis que, dans cet envahissement de tout leur être, le tourment de ce qu'ils taisaient ainsi, sans pouvoir se le cacher, s'exagérait au point qu'ils en étouffaient, la poitrine gonflée de grands soupirs. Vers le milieu de mars, Christine, à une de ses visites, trouva Claude assis devant son tableau, écrasé de chagrin. Il ne l'avait pas même entendu. Il restait immobile, les yeux vides et hagards sur l'œuvre inachevée. Dans 3 jours, expiraient les délais pour l'envoi au salon. « Eh bien ?» lui demanda-t-elle doucement, désespérée de son désespoir. Il tressaillit. Il se retourna. « Eh bien, c'est fichu. Je n'exposerai pas cette année. Ah, moi qui avais tant compté sur ce salon !» Tous deux retombèrent dans leur accablement, où s'agitaient de grandes choses confuses. Puis, elle reprit, pensant à voix haute. « On aurait le temps encore. » « Le temps ? Eh non, il faudrait un miracle. Où voulez-vous que je trouve un modèle à cette heure ? Tenez, depuis ce matin, je me débats, et j'ai cru un moment avoir une idée. Oui, ce serait d'aller chercher cette fille, cette Irma qui est venue comme vous étiez ici. Je sais bien qu'elle est petite et ronde, qu'il faudrait tout changer peut-être, mais elle est jeune, elle doit être possible. Décidément, je vais en essayer. » Il s'interrompit. Les yeux brûlants dont il la regardait disaient clairement « Ah, il y a vous. Ah,
ce serait le miracle attendu, le triomphe certain, si vous me faisiez ce suprême sacrifice. Je vous implore, je vous le demande, comme à une amie adorée, la plus belle, la plus chaste. » Elle, toute droite, très blanche, entendait chaque mot, et ses yeux d'ardente prière exerçaient sur elle une puissance. Sans hâte, elle ôta son chapeau et sa pelisse, puis, simplement, elle continua du même geste calme, dégrafa le corsage, le retira ainsi que le corset, abattit les jupons, déboutonna les épaulettes de la chemise qui glissa sur les hanches. Elle n'avait pas prononcé une parole, elle semblait autre part, comme les soirs où, enfermée dans sa chambre, perdue au fond de quelque rêve, elle se déshabillait machinalement, sans y prêter attention. Pourquoi donc laisser une rivale donner son corps, quand elle avait déjà donné sa face ? Elle voulait être là tout entière, chez elle, dans sa tendresse, en comprenant enfin quel malaise jaloux ce monstre bâtard lui causait depuis longtemps. Et, toujours muette, nue et vierge, elle se coucha sur le divan, prit la pose, un bras sous la tête, les yeux fermés. Saisi, immobile de joie, lui la regarda se dévêtir. Il la retrouvait. La vision rapide, tant de fois évoquée, redevenait vivante. C'était cette enfance, grêle encore, mais si souple, d'une jeunesse si fraîche. Et il s'étonnait de nouveau. Où cachait-elle cette gorge épanouie qu'on ne soupçonnait point sous la robe ? Il ne parla pas non plus. Il se mit à peindre, dans le silence recueilli qui s'était fait. Durant 3 longues heures, il se rua au travail, d'un effort si viril qu'il acheva d'un coup une ébauche superbe du corps entier. Jamais la chair de la femme ne l'avait grisé de la sorte. Son cœur battait comme devant une nudité religieuse. Il ne s'approchait point, il restait surpris de la transfiguration du visage, dont les mâchoires un peu massives et sensuelles s'étaient noyées sous l'apaisement tendre du front et des joues. Pendant les 3 heures, elle ne remua pas, elle ne souffla pas, faisant le don de sa pudeur, sans un frisson, sans une gêne. Tous deux sentaient que, s'ils disaient une seule phrase, une grande honte leur viendrait. Seulement, de temps à autre, elle ouvrait ses yeux clairs, les fixait sur un point vague de l'espace, restait ainsi un instant sans qu'il pût rien y lire de ses pensées, puis les refermait, retombait dans son néant de beau marbre, avec le sourire mystérieux et figé de la pose. Claude, d'un geste, dit qu'il avait fini, et, redevenu gauche, il bouscula une chaise pour tourner le dos plus vite, tandis que, très rouge, Christine quittait le divan. En hâte, elle se rhabilla, dans un grelottement brusque, prise d'un tel émoi qu'elle s'agrafait de travers, tirant ses manches, remontant son col pour ne plus laisser un seul coin de sa peau nue. Et elle était enfouie au fond de sa pelisse, que lui, le nez toujours contre le mur, ne se décidait pas à risquer un regard. Pourtant, il revint vers elle. Ils se contemplèrent, hésitants, étranglés d'une émotion qui les empêcha encore de parler. Était-ce donc de la tristesse, une tristesse infinie, inconsciente et innommée ? Car leurs paupières se gonflèrent de larmes, comme s'ils venaient de gâter leur existence, de toucher le fond de la misère humaine. Alors, attendri et navré, ne trouvant rien, pas même un remerciement, il la baisa au front.